Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Atelier, l'émission qui vous parle des coulisses de la rédaction de Rue 89 Lyon avec les moyens de Radio Anthropocène et on les remercie encore énormément pour ça. Avec aujourd'hui un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au sein de la rédac, les spectacles historiques et particulièrement ceux au service d'une vision de l'histoire réactionnaire. Alors en préambule, c'était pas vraiment prévu, mais je précise le contexte parce que cette émission arrive à un moment un peu particulier, vu que Madame la Préfète vient de déposer un arrêté interdisant l'Antifafest, voilà un festival antifasciste qui est organisé depuis plus de 15 ans à Villeurbanne. Et c'est un peu une première dans le Rhône, donc je le mentionne parce que c'est un arrêté d'interdiction qui a été déposé à la suite de polémiques nées notamment du côté de l'extrême droite, des demandes qui avaient été relayées aussi par le syndicat Alliance, notamment parce que le festival véhiculait des propos anti-police, et aussi une forte demande de Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la région, ex-grand chef de la collectivité, enfin ex-grand chef, on pourra peut-être en parler, avec mon invité du jour, et chef du groupe LR à l'Assemblée nationale. Voilà, je le mentionne pour poser une sorte de contexte, parce qu'on est dans un moment où culture et politique résonnent très fortement ensemble, et où certains essaient d'imposer une forme de culture et une forme d'histoire, plutôt marquée d'un certain côté de l'échiquier politique. Pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Elian Delacôte. Bonjour Pierre. Bonjour Elian, qui est un peu notre spécialiste région, histoire et wauquiaiserie en tout genre à la rédaction de Rue 89 Lyon. Oui, ça me prend un certain temps de mes journées. Je confirme. Et en même temps, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a souvent beaucoup de choses à raconter à ce niveau-là. Et on n'a pas tout dit. Et on n'a pas tout dit. Justement profiter de l'émission pour en parler. Ouais, on pourra peut-être qu'on teasera certains sujets, mais peut-être pour commencer, je voulais revenir avec toi sur quelque chose dont on parle aujourd'hui beaucoup dans les manifs de cultureux, comme on les appelle à Lyon, dans les manifs anti-Wauquiez. C'est un spectacle qui était encore inconnu du grand public il y a de ça 1 an et demi, qui est en passe de redevenir inconnu parce qu'il est en train de disparaître de la carte. C'est le spectacle de Raconte-moi la France. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que ce spectacle ? Oui, alors en fait, ça a commencé en septembre 2024. On reçoit un mail dans la boîte mail de la rédaction, un mail presse très classique, qui fait la promotion de ce spectacle, Raconte-moi la France. Sur le coup, on comprend pas trop pourquoi la région fait la communication d'un spectacle politique et qui concerne l'histoire, parce que c'est pas vraiment son rôle. La région peut financer par des subventions des structures culturelles ou des festivals, c'est le cas de gros festivals comme Musilac en Savoie, mais c'est pas son rôle forcément de faire la promotion comme ça de spectacles culturels. Oui, puis on rappelle qu'il y a un certain contexte, c'est-à-dire que la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas très amie avec les institutions culturelles lyonnaises. Précisément, oui. Alors, on en a beaucoup parlé sur Rue 89 Lyon, mais il y a eu d'énormes coupes budgétaires pour les institutions culturelles lyonnaises, mais pas que. Généralement, de beaucoup de Grenoble est concerné aussi, Saint-Étienne, même des structures aussi plus locales, ce que d'ailleurs cache la région, parce que souvent l'argument c'est de dire qu'on coupe aux villes pour rendre aux campagnes, donc à la limite on pourrait entendre cet argument du rééquilibrage culturel. En réalité, on s'en est aperçu, on en a déjà aussi parlé, qu'il y a aussi des structures qui sont implantées dans les villages et dans les petits bourgs de campagne qui se font sucrer des subventions. Donc oui, c'est important de poser ce contexte-là, et ça a d'autant plus nourri notre surprise quand on a vu cette promotion vraiment à grand renfort de communication et avec des superlatifs, j'allais dire, alors vraiment la comparaison, je suis désolé, mais presque trumpien, parce que les qualificatifs, c'était vraiment genre grandiose, incroyable, essentiel pour la culture. On avait vraiment l'impression d'un discours quand même pas très évolué sur ce spectacle. Alors forcément, quand on a vu ce mail arriver, on a eu cette première interrogation et on allait regarder un peu en détail de quoi ça parlait. Donc je vais vous citer par exemple ce qu'on pouvait voir dans les affiches promotionnelles du spectacle. Donc on nous parlait d'un grand spectacle au service d'une histoire commune pour mettre la France au cœur. Cette histoire qui a un commencement et que si l'on veut bien comprendre comment elle a été forgée, il faut remonter en gros 3000 ans en arrière.
c'est l'idée du roman national, donc pour le dire très schématiquement, d'une histoire de France qui est linéaire, qui a une finalité, un but, pour mettre en avant un peuple qui a une histoire millénaire et qui a un début, un milieu et pas forcément une fin, mais qui continue comme ça dans le temps de façon linéaire. Ce qui est pour tous les historiens quelque chose de complètement absurde, qui ne correspond à aucun standard scientifique et qui, beaucoup d'historiens l'ont montré, est une construction politique qui date du 19e siècle, quand on a commencé à former les États-nations, qu'on avait besoin de renforcer, notamment en France, un sentiment patriotique et un sentiment national. On est allé piocher des figures comme Jeanne d'Arc, comme Vercingétorix, même comme Napoléon, pour mettre en avant le courage du Français, la bravoure du Français et confirmer cette vision de l'histoire. Est-ce qu'on peut citer peut-être en France ce qui apparaît être comme l'endroit où on peut parler de roman national, le Puy du Fou ? Oui, bien sûr. Alors, on va en reparler puisque c'est un lien clairement avec Raconte-moi la France. Hein. Les filiations sont assez grandes. Le Puy du Fou, c'est vraiment l'endroit en France où ce roman national est mis largement en avant, avec un énorme renfort de scénographie. Donc, finalement, beaucoup de gens viennent pour la scénographie, les spectacles, les cascades, et ne voient pas forcément le discours qu'il y a derrière. Et là-dessus, je vous renvoie vers un excellent livre qui a été publié assez récemment, qui s'appelle Le Puy du Faux, F-A-U-X bien sûr, et qui revient en détail sur pourquoi les spectacles du Puy du Fou sont problématiques. Parce que dès qu'on critique le Puy du Fou, on peut taxer d'anti-France, de choses comme ça. En réalité, c'est justement potentiellement être pro-France que de tamponner le Puy du Fou et sa vision de l'histoire. Mais bon, pour en revenir à cette histoire de Raconte-moi la France, voilà, on a toutes ces surprises et on s'aperçoit que vraiment ce qui est défendu est complètement nous paraît très étonnant, parce que ce qui est mis en avant, c'est des figures comme Vercingétorix, Louis XVI. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 52 scènes dans le spectacle, et il y en a 42 ou 43 qui vont de l'Antiquité à, en gros, Louis XVI. Donc l'histoire contemporaine est complètement effacée, la Révolution est complètement effacée, la Résistance est abordée, mais pas vraiment mise en avant. Enfin, c'est vraiment des points très précis de l'histoire de France qui ont été sélectionnés et qui, clairement, sont extrêmement marqués à droite. Pour en revenir à Laurent Wauquiez, ce qui nous a aussi surpris, c'est que il s'est engagé lui-même personnellement pour défendre le spectacle. Encore une fois, ce n'est pas son rôle. Il disait justement dans la promotion du spectacle, Raconte-moi la France véhicule des valeurs qui me sont chères, la passion de l'histoire et la transmission de ses enseignements. La région, en tant que partenaire, a souhaité que la première se joue au plateau de Gergovie, non loin de Clermont-Ferrand, où s'est déroulé l'un des épisodes les plus marquants de la guerre des Gaules, fondant la base de notre roman national. Le mot a été lâché par Laurent Wauquiez, il a été assumé, et c'est pas innocent que ça se joue à Gergovie, qui est donc une bataille qui a eu lieu avant Alésia et qui est une victoire des Gaulois, et qui est défendue pour défendre, encore une fois, quelque chose qui n'a aucun sens historique, mais une France qui aurait des racines strictement gauloises, alors que les Français que nous sommes aujourd'hui sont issus d'hybridation, d'invasion, de guerre, et que non, nos ancêtres ne sont pas les Gaulois, malgré ce que dit Laurent Wauquiez. Là-dessus, évidemment, des historiens en parlent beaucoup mieux que moi. Il y a énormément de vidéos très intéressantes sur YouTube qui en parlent. Donc voilà, tout ça nous a beaucoup surpris. Oui, et du coup, pour revenir un petit peu sur le déroulé de l'enquête, du coup, on découvre ça. On découvre aussi qu'il y a un point presse, pour refaire un peu le moment précis où ça se passe, qui va se passer à Clermont sur le sujet. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment pour l'anecdote, mais les moyens d'un média indépendant étant ce qu'ils sont. À l'époque, il n'y a que Ma Voiture qui peut permettre d'aller à Clermont-Ferrand, et Ma Voiture est en rade. Bon, chose qui arrive de temps en temps. Donc, Elian loue une voiture. Peut-être revenir un peu sur le détail de tes recherches avant d'aller au point presse quand même. Oui, alors on reviendra sur l'anecdote de la voiture effectivement plus tard, puisque c'est off qu'attendent certainement nos auditeurs. Mais c'est surtout pour montrer la question des moyens d'un média indé. Oui. Complètement, et c'est vrai que le simple fait de se déplacer à Clermont-Ferrand, sachant que la conférence de presse était, je crois, à 9h30 ou 10h le matin,
on peut pas prendre de train depuis Lyon, on n'a aucun moyen en fait de se rendre à Clermont-Ferrand à part piquer la bagnole d'un pote ou de louer une voiture. Donc quand on est 3, c'est compliqué, on doit avancer des frais, enfin bref, tout ça était est logistiquement compliqué. Mais oui, donc auparavant, j'appelle en fait déjà des historiens pour leur montrer les visuels, parce que les visuels vraiment, on voyait des chevaliers en armure, c'était très 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 caricatural. Et effectivement, les historiens qu'on a contactés nous ont parlé de rouleaux compresseurs idéologiques. Donc, pour eux, c'était complètement assumé que c'était le cas. Et c'est pas innocent, parce que Laurent Wauquiez, d'ailleurs, lui-même a assumé qu'il voulait se servir du spectacle pour faire un outil d'éducation auprès des collégiens, des lycéens et des jeunes qui... il l'avait dit en d'autres termes, mais qui en gros aujourd'hui ne foutent plus rien et ne connaissent pas l'histoire de France, et il faut un peu les remettre au travail et les refoutre devant des spectacles historiques pour qu'ils se rendent compte quand même que Vercingétorix, c'est un exemple à suivre, quoi. C'est vraiment aussi caricatural que ça. Mais le gros truc évidemment qui nous a interrogés, c'est pas tellement ça, c'est que derrière ce pourquoi la région fait à ce point la promotion d'un spectacle qui n'a aucun sens historique, et bien les moyens. C'est complètement qu'il y a énormément d'argent public qui a été versé pour ce spectacle. On parle de 505 000 euros. Alors, on va se dire à l'échelle d'un budget d'une région, c'est pas forcément grand-chose. Pour des sujets culturels, ça reste une subvention qui est énorme et très rare. Oui, on peut rappeler qu'en son temps, le Woodstower, qui était donc un festival, un peu le dernier grand festival dans son style dans les environs de Lyon, dans la métropole, recevait une subvention de la région de 35 000 euros, qu'elle a été supprimée, et que ce n'est pas le seul facteur qui explique la fin de ce festival, mais c'est un des facteurs qui peut expliquer la fin d'un festival dans ce point-là. Et donc 500 000 euros, c'est un budget quand même conséquent. C'est énorme, vraiment, c'est hyper surprenant, et ça a été passé par un marché public de publicité. Donc en fait, tout simplement, la région a payé pour que son logo apparaisse sur les supports de communication du spectacle et apparaisse comme étant le premier partenaire du spectacle. Et la contrepartie était assez faible, puisque la contrepartie, c'était que la première du spectacle ait lieu à Clermont-Ferrand, donc au Zénith de Clermont-Ferrand, et qu'ensuite le spectacle se déplace à la LDLC Arena de Lyon en avril. Un des points aussi importants à montrer, c'est que quand on veut défendre les entrepreneurs de la région et les artisans de la région, c'est certainement pas par ce genre de spectacle, parce que la société productrice vient de régions parisiennes, et la plupart des costumes, des cascadeurs, des armures ont été fabriqués en dehors de la région. Donc c'est un spectacle qui n'est en plus absolument pas du tout local. Et évidemment, on peut aussi revenir dessus, mais il y a une filiation qui est très directe avec le Puy du Fou, puisque le créateur du spectacle, qui s'appelle Bruno Cellier, il fait partie de la famille de Philippe de Villiers, qui est directeur du Puy du Fou. Il a étudié dans l'école qui est l'Institut catholique de Vendée, qui était l'école un peu des de Villiers, qui était notamment pas mal subventionné par le Conseil général de Vendée quand il était présidé par Philippe de Villiers. Il est très ami avec les enfants de Villiers, et par alliance, il fait partie de la belle famille de Philippe de Villiers. Et les filiations artistiques sont aussi très nombreuses. Il a lui-même revendiqué qu'il s'était inspiré du Puy du Fou. La chorégraphe de Raconte-moi la France est la chorégraphe du Puy du Fou. Donc voilà, la filiation était assez directe, et c'était, je pense, alors là c'est un avis un peu plus personnel, mais que c'était une des raisons pour lesquelles Laurent Wauquiez voulait en faire un phare culturel dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur tous ces éléments-là que tu as trouvés via tes recherches, via ton enquête, etc., quand tu te pointes justement au point presse à Clermont-Ferrand, est-ce qu'il y a des questions qui sont posées par d'autres journalistes à ce sujet ? Est-ce que sera cette filiation avec le Puy du Fou, cette question de l'argent public de la région, c'est des questions qui sont posées ? Alors, dans mes souvenirs, maintenant ça date un petit peu, parce que le début de cette affaire date d'il y a 1 an et demi, mais les derniers rebondissements sont assez récents, on y reviendra. Dans mes souvenirs, il y avait quand même globalement assez peu de médias. Ce qui m'a surpris, il y avait quand même des médias locaux. Alors, la plupart du temps, évidemment, un média local, il va juste voir le côté « tiens, il se passe un truc dans ma région, donc je vais en parler ». Les questions portées sur des dispositions techniques, des questions que je qualifie de pas très intéressantes. Et dans mes souvenirs, il y a peut-être une question d'un journaliste de France Bleu qui a dû dire « mais en fait, combien ça a coûté ?»
La réponse avait été très vague. Oh, pour l'instant, ça n'a pas été quantifié. Nous allons voir avec les services. Enfin voilà, un petit peu ce genre de langue de bois qu'on peut entendre parfois chez les responsables politiques. Et il n'y a pas vraiment eu de relance. Et avant que nous on sorte l'affaire, vraiment personne s'était interrogé sur mais pourquoi en fait on parle de ce spectacle qui est un spectacle privé dans une salle privée qui concerne des acteurs privés et qui est vraiment surfinancé par la région, quoi. Et du coup, par contre, une fois qu'on sort l'affaire, donc après ce point presse, finalement, les choses étaient posées, mais il n'y avait pas eu le travail de recherche avant pour faire. Toi, tu as fait le travail de vraiment mettre les choses à leur bonne place. C'est-à-dire, tu es allé rechercher quel argent exactement avait été dépensé par la région, quel était le but, qu'est-ce qu'on trouvait dans ce spectacle, qui était finalement un travail que parfois n'ont pas eu le temps de faire certains confrères. Une fois que ce travail a été fait, je pense qu'on peut revenir un petit peu là-dessus, mais nous, on a un partenariat avec Mediapart. L'article est repris par Mediapart, et après, il y a une sorte d'emballement quand même autour de ce spectacle. Oui, alors il y a effectivement beaucoup de gens en ont parlé, l'AFP en a parlé, donc nécessairement aussi beaucoup de médias reprennent les dépêches de l'AFP. Les médias locaux s'en sont emparés. Alors on peut par exemple citer le Progrès qui alors on a parlé, mais sans nous citer, ça a été un gros problème là-dessus. Typiquement, quand on sort des révélations comme ça et qui sont reprises, en fait, on oublie la paternité de la révélation. Ça devient quelque chose qui est un peu dans la sphère publique et on oublie de dire que c'est Rue 89 Lyon qui a sorti l'affaire. Donc, je tiens à le préciser quand même, parce qu'il y a récemment une personne, une responsable d'une médiathèque dans l'agglomération lyonnaise, et je lui en veux pas du tout, mais qui m'a dit « Ah oui, vous avez vu cette histoire de Raconte-moi la France, il faudrait que vous en parliez sur Rue 89 ». Et je lui ai dit « Bon, ok... Vous êtes bien gentil, mais c'est nous qui avons sorti l'affaire, quoi. Bon, après, c'est le jeu aussi, mais... C'est d'autant plus agaçant que comme tu l'expliques, en fait, c'est quelque chose qui t'a demandé du temps, qui t'a demandé de l'investissement, qui t'a demandé de l'énergie. C'est quelque chose que personne n'avait fait. C'est quelque chose qui a donné la nécessité de louer une voiture pour aller à Clermont-Ferrand. Exactement. Ça nous a coûté très cher. Mais les derniers en date qui ont fait ça et qui n'ont pas compris, c'est Télérama. Alors, je suis désolé de les jeter sous le bus, mais ça m'a un peu gonflé parce qu'ils ont repris l'essentiel de nos informations sans nous citer. Alors, ils ont fait par ailleurs un travail où ils ont interrogé les personnes et tout, mais c'est vrai que rappeler la paternité de pourquoi cette affaire-là sort, c'est important. L'autre sujet qui s'est produit, c'est qu'en fait, les oppositions, donc il me semble à l'époque les écologistes, qui n'étaient pas au courant, puisque c'est moi qui leur ai appris l'histoire, ont tout de suite dégainé un communiqué en nous citant à minima. Donc forcément, le communiqué est repris. On oublie de citer Rue 89 Lyon et on pense que c'est une alerte qui vient du monde politique, alors que pas du tout. Bon, c'est un peu le genre de problème parfois auquel on fait face quand on est journaliste d'un petit média indépendant. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question. Je préciserai juste là-dessus que ça arrange aussi des personnes comme Vauquier ou qui sont de l'autre côté de penser que de véhiculer l'idée selon laquelle c'est une boule puante balancée par l'opposition et que c'est pas né d'un travail d'enquête rigoureux. Oui, d'ailleurs, ça a été leur réponse. Parce que forcément, des gens ont posé des questions à la région en réaction au communiqué des écologistes, et on en a fait un peu une affaire politique de les râleurs écologistes qui en font un sujet politique, et nous qui répondons en disant mais leur vision de l'histoire est étriquée. Enfin voilà, donc ça s'est transformé en un affrontement politique, alors que la question qui était de base, qu'on a posée, c'est pourquoi on donne 500 000 € pour un spectacle. Déjà, de base, un spectacle comme ça, promu par la région, sans raison particulière de le promouvoir. J'ai pas de problème qu'il y ait des subventions pour des festivals ou pour des manifestations culturelles, mais là, ça nous paraissait quand même exagéré. D'autant plus pour un spectacle qui est assumément lié à des figures de l'extrême droite, parce que le comité scientifique, donc des historiens qui ont parrainé ce spectacle, sont toutes des figures qui sont anti-révolutionnaires, et d'ailleurs, ils ne sont pas tous historiens, mais pour la plupart grenouillent dans des médias d'extrême droite, et quasiment uniquement des médias d'extrême droite, et revendiquent, que ce soit sur X ou sur leur réseau, font des attaques anti-gauche. Donc c'est assumément politique, en fait, comme spectacle. Oui, et on va revenir sur le fait de poser des questions et d'avoir pas toujours les réponses exemptées. Je pense que ça pourrait nous prendre une émission entière, donc je vais peut-être pas aller vers ce chemin-là, mais
Peut-être, on a parlé en effet de la résonance médiatique qui avait pu avoir le dossier. Hein. Bon, tu parles de Télérama, il y a Charlie Hebdo aussi qui nous avait cité à la Je les fin ai oubliés, ceux-là. d'un article qui faisait à peu près 2 pages. Ils nous avaient cité sur le dernier paragraphe sans mettre de lien. Enfin bon, bref, voilà, avec un petit peu... Bon, passons sur les détails, mais je me souviens bien de tous ces papiers. Peut-être sur l'impact du coup qu'ont eu ces papiers, ou en tout cas la suite qu'a eu l'affaire. Alors difficile de dire si c'est lié en fait au brassage médiatique qui est autour, mais dans les deals du coup que tu évoquais à la base entre la région et Raconte-moi la France, il devait y avoir une première à Clermont-Ferrand et puis il devait y avoir une deuxième à la LDLC Arena à Lyon. Alors deuxième qu'on attend toujours, Ouais. parce que le spectacle n'est jamais arrivé jusqu'à Lyon, tout simplement. Dans un premier temps, mais alors pour le coup, j'étais absent à ce moment-là, c'est plutôt toi qui avais traité le dossier, Pierre, mais en gros, le spectacle, faisons-le assez simplement, en fait, n'avait plus d'argent et parce que les premières à Clermont-Ferrand n'avaient pas marché et le spectacle n'est pas arrivé jusqu'à Lyon, tout simplement parce que il a été déprogrammé par la LDLC Arena et par les promoteurs du spectacle qui en fait n'avaient plus les moyens d'amener toute cette structure qui était un très gros truc. Hein. Il y avait plein des cascadeurs. Il y avait la voix d'André Dussolier, j'ai oublié, puisqu'ils étaient allés à l'Orchestre national de Prague en République tchèque. Ils avaient quand même mis les gros moyens. Ça a été, en fait, il faut le dire, ça a été un flop culturel et industriel, tout simplement. Flop qui s'est traduit récemment, et ça a été aussi un truc qu'on a révélé et qui a été repris sans toujours être cité, mais qui a conduit au redressement judiciaire de l'entreprise qui promeut le spectacle. La région s'est défendue en disant que, en substance, eux, les contrats avaient été respectés et ils espèrent que le spectacle va continuer, mais c'était une réponse vraiment à minima. Donc voilà, on a mis 500 000 € sur un projet qui était politique et qui s'est révélé être un flop monumental en termes d'audience et d'impact en réalité sur les gens, quoi. Oui. Il y a quand même... Là, clairement, il y a un investissement qui a été mis pour faire de la politique à travers un spectacle historique. On peut peut-être parler rapidement aussi d'autres spectacles de ce genre-là, parce que du coup, Raconte-moi la France, c'est un spectacle sur lequel a travaillé beaucoup à rue 89 Lyon, hein, de la naissance jusqu'à la fin, vu que potentiellement, là, sauf rebondissement, je n'ai pas l'impression que le spectacle reprenne, mais actuellement, il n'y a pas que ces spectacles qui naissent un petit peu de partout en France. On a notamment des financements qui viennent d'un milliardaire d'extrême droite, hein, Pierre-Édouard Sterrin. On en a aussi un petit peu parlé. Peut-être que tu peux nous parler, par exemple, du Sermon du Vigneron. Oui, alors là, on est sur autre chose. Alors pour le contexte, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé cet été à l'échelle nationale, mais il y a beaucoup de fêtes de village, de bals populaires, de spectacles qui ont lieu en campagne, des choses qui ont l'air comme ça assez innocentes, mais qui sont en réalité, depuis quelques temps, financées par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin, qui a assumé lui aussi qu'il mettrait son argent au service d'un projet politique, un projet d'extrême droite, un projet souverainiste, on peut dire le mot suprémaciste aussi d'une certaine manière, hein, puisque dans son projet Périclès, c'est quelque chose qui me paraît pas être un gros mot. Et il finance via la Nuit du bien commun de nombreuses structures qui organisent ce genre de spectacle, et c'est notamment le cas du Serment du Vigneron. Alors ça se passe dans le Beaujolais, dans un château à Audenas. Ça nous a aussi interrogé ce spectacle, donc on y est allé à rue 89 Lyon. On s'est rendu dans ce petit château très mignon avec des animations son et lumière, donc financé par Édouard Sterrin, financé par le cabinet Del Sol qu'on a connu il n'y a pas longtemps, puisque ce sont les avocats de Jean-Michel Aulas, je le glisse au passage, et également financé par des institutions et des collectivités publiques, donc dans le Beaujolais, mais également par la région qui a donné 8 000 € à ce spectacle. On n'est pas du tout sur les mêmes volumes que pour Raconte-moi la France, et c'est aussi pour ça qu'on n'en a pas forcément nous parlé à rue 89 Lyon, mais c'est vraiment un spectacle qui était caricaturalement, qui vendait... qui promouvait une vision féodale, littéralement, de la France, avec le seigneur qui protège ses villageois et vraiment à qui on doit le respect
et à qui on doit allégeance parce que c'est le protecteur. En fait, le Seigneur était vu comme le protecteur, c'est transparu durant tout le spectacle. Évidemment, le passage sur la Révolution disait en substance bon, l'idée, pourquoi pas, à la base, était bonne, mais ça a très vite tourné vinaigre et les méchants révolutionnaires ont tué les icônes, ont tué la religion, ont tué les seigneurs et la noblesse. Oui. Donc, vraiment, c'est pas bien, quoi. Oui, c'est pas très gentil cette affaire. Donc. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a d'autres spectacles dans ce type-là. Après, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de répondre à certains détracteurs de temps en temps du média qui disent qu'on est là que pour casser du spectacle, hein, notamment après Raconte-moi la France. Il y a quelque chose qu'il faut peut-être préciser, c'est que nous, on n'est pas très contents que des artistes perdent leur boulot de base. C'est pas trop le sens de notre métier. C'est plutôt de dénoncer le fait que de l'argent public est mis dans des endroits où peut-être il faut s'interroger pourquoi on met de l'argent public à cet endroit-là et pas ailleurs. Dans le cas du Sermon du Vigneron, c'est vrai que ce travail n'a pas abouti à un article. Peut-être revenir rapidement là-dessus. Pour quelle raison ? Sur pourquoi on n'a pas fait d'article En fait, je pense que nous, on assume de vouloir lutter, de combattre à travers les articles qu'on fait pour l'intérêt général, pour... En lutte contre l'extrême droite, c'est quelque chose qui est complètement assumé également. Et il y a toujours des arbitrages, si vous voulez. Sur la question du Serment du Vigneron, il faut reconnaître que ça fait partie c'est une forme d'institution locale où les jeunes du village, les gens du village et globalement des alentours viennent en tant que bénévoles pour participer à tout ça. Moi, j'ai eu le sentiment en y allant que c'était quelque chose qui, globalement, faisait plaisir aux gens. Donc là, pour le coup, j'aurais eu l'impression de jouer la mouche du coche en jouant sur du cherry picking, donc quelques éléments qui clairement sont problématiques dans ce que ça vend. Mais on s'est posé la question, on s'est dit, bon, c'est peut-être un peu fait pour qu'on en fasse un article et potentiellement aussi un peu contre-productif parce qu'avec ce genre d'article, on peut potentiellement nous reprocher d'envoyer des crottes de nez automatiquement sur n'importe quel petit détail qui nous paraît problématique. Et on préfère en fait garder notre énergie et nos articles pour des choses qui nous paraissent vraiment graves et vraiment problématiques. C'est l'objet de discussions en interne dans les conférences de rédaction. On a posé le sujet du Serment du Vigneron, on en a longuement parlé et on a estimé en faisant la balance en fait des pour et des contre que ça valait pas forcément la publication d'une enquête sur rue 89 Lyon. Mais merci de revenir dessus parce que pour moi ça illustre quand même les questionnements qui peuvent traverser une rédaction et pourquoi en fait des sujets pourquoi du temps est nécessaire pour traiter des sujets comme ça. On ne peut pas seulement se contenter d'aller sur un spectacle, de faire un compte rendu du spectacle et à partir de là faire un article critique. Et je prétendrai pas non plus qu'on ait eu raison de ne pas le faire. Je pense notamment à Blast qui a écrit, donc c'était pas Blast, c'était Basta, pardon, il me semble, qui a un média aussi, un média indépendant, qui a fait un article sur les spectacles historiques financés par l'extrême droite et qui a fait une partie sur le Serment du Vigneron. Donc c'est qu'il y avait potentiellement un sujet. Nous, on a estimé que c'était peut-être un peu léger en local pour le traiter de cette manière-là, en tout cas pour ça. Mais dans les spectacles historiques, je me permets de rebondir parce qu'il n'y a pas que le Serment du Vigneron, il y a aussi les Murmures de la Cité. Alors là, pour le coup, il y a eu un véritable écho national, qui est un spectacle du côté de l'Allier, je crois, à Moulins, et qui pour le coup était directement lié avec des officines liées à l'extrême droite politique et qui a posé énormément de problèmes. Il me semble qu'à l'époque, que j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que la région avait versé 20 000 € pour ce spectacle et la ville de Moulins avait dû balancer aussi quelques milliers d'euros. Donc il y a quand même de l'argent public dans tout ce microcosme des spectacles historiques liés à l'extrême droite. Et je rebondis sur ce que tu disais au début sur l'introduction avec l'Antifa Fest. Alors, je vais pas accuser la région de ne pas financer ou de ne pas donner de subventions pour l'Antifa Fest, mais quand même, je m'interroge sur les choix budgétaires, certains choix budgétaires qui sont faits, qui me paraissent assez politiques et pas forcément très orientés pour la culture. Je rappellerai, on l'a dit dans le dernier article qu'on a écrit sur Raconte-moi la France et le redressement judiciaire, que en 2025, il y a eu plus de 5 millions d'euros qui ont été sucrés au spectacle vivant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc forcément, c'est aussi pour ça que
tous ces investissements nous paraissent problématiques et qu'il faut en parler. D'où l'intérêt et l'indispensable suivi de l'argent public et de ce qu'en font nos élus et pourquoi. Merci beaucoup Elian. Merci Pierre. Pour être revenu, d'avoir pris le temps de revenir sur ces affaires. Et merci beaucoup à l'équipe de l'Anthropocène, sans qui ce podcast ne serait pas possible. On vous dit à bientôt et une très bonne journée à vous. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.